Bonjour, je m'appelle Stéphane Poirier, je suis tatoueur et illustrateur. Marie sort dans la nuit, elle court dans le village, entre les incendies et les corps sans visage. Et elle entend des cris, des pleurs et des combats. On leur avait bien dit, ça ira, ça ira. Marie court dans la nuit, elle se fond dans le noir, en cherchant des amis, des parents, des regards. Entre les incendies, les morts et les gravats. On leur avait bien dit, ça ira, ça ira. Les humains c'est de la merde. Ouais, ben j'ai toujours dessiné, même avant l'école. Quand j'étais jeune, je m'étais fait opérer pour le cœur à Sainte-Justine, puis il y avait que ça. Il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas rien. Fait qu'il y avait que le dessin, puis ça passait, ça faisait passer le temps, puis même ça l'aide le côté mental un peu de dessiner. Donc, je dessinais, puis après ça, ça l'a comme jamais arrêté, là, parce que plus tu dessines, plus tu as le goût. C'est comme une roue, là. Fait que, ouais, c'est depuis toujours. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de loi, là, ou il n'y a pas vraiment d'école de ça, mais c'est sûr que tu peux te faire coacher par un autre tatoueur qui a plus d'expérience, mais c'est vraiment comme... c'est comme si c'était un vieux métier, là. Il n'y a pas vraiment... Tu sais, tu l'as ou tu l'as pas. Puis moi, ben, j'ai eu la chance d'avoir un cousin qui travaillait là-dedans, qui en vivait. Puis moi, ben, j'essayais de vendre des toiles dans la rue, puis dans des expositions, puis tout, parallèle à mon travail, puis j'étais pas capable de vivre de ça. Donc, j'ai dit, si lui qui peut l'en vivre, pourquoi pas moi? Donc, j'ai comme posé une couple de questions, comment commencer, puis tout. Puis lui, il m'a coaché deux jours, une fin de semaine seulement. Puis après ça, j'ai tatoué chez moi comme pendant 2 ans, avec du bouche-oreille, de la famille, des amis, jusqu'au jour que mon portfolio était assez solide pour appliquer dans des studios. Puis là, j'ai travaillé dans des studios pendant comme une couple d'années, là, de 2002 à 2005. Ouais, même c'est ça qui est même encore qui me désennuie. Puis entre 2 clients, ou si j'ai une cancellation, je suis pas capable de la remplacer, je vais peindre ou dessiner. Je dessine comme à tous les jours. Puis c'est ça, j'avais essayé de vendre des toiles avec un permis de la ville, là, comme sur Prince Arthur et sur McGill College. Mais tu sais, c'est sûr que peut-être pas d'enfants, pas d'hypothèque, ça aurait pu être correct, là, mais avec des enfants, une maison à payer, c'est sûr que c'est comme un hobby de fin de semaine, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est pour ça que le tatou, je vais toujours être reconnaissant au tatou parce que c'est pas mal à cause du tatou que je peux vivre de mes dessins, là. Fait que c'est pas mal ça. J'en vends ici, comme les clients sont tatoués, puis là, comment qu'elle coûte celle-là, ou quelle qui est disponible. Puis c'est à peu près un vernissage par année. Des fois, je peux sauter 1 an, là. Même j'ai déjà fait 2 vernissages dans la même année. Puis souvent, j'ai fait ça comme soit dans des bars. On a commencé dans des bars sur le plateau Mont-Royal. Exemple, Fofone électrique aussi sur Sainte-Catherine. Puis après ça, à Châteauguay, à Maison Le Pailleur, quasiment 1 par année, de 2000 à 2000. Tu sais, mettons, j'ai recommencé en 2005 jusqu'à quasiment l'année passée, là. On fait des expos à toutes les années, là. Fait que quand je dis expo, c'est aussi, tu sais, que mettons, la Saint-Jean-Baptiste ou des occasions, là. Souvent, je me fais inviter par la ville. Puis on expose un peu partout, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, j'avais un tatou, c'est mon cousin qui me l'avait fait. Puis même je m'étais dit au début, je vais être un tatoueur avec pas de tatou, là, tu sais, moi le tatou, tu sais, c'est pas que ça m'attirait pas, mais c'était vraiment le côté illustration, parce que moi le tatou, je le vois comme un médium. Je le vois pas comme, tu sais, comme une mode ou, tu sais, c'est plus comme un médium comme l'aquarelle ou l'acrylique ou l'huile. Ben le tatou, c'est une autre forme de médium. Puis le tatou aussi, quand je tatoue, moi je fais pas vraiment de stencil avant, parce que quand je tatoue, je tatoue. Fait que je fais le stencil au Sharpie sur la personne, puis je tatoue direct. Il n'y a pas de préparation. Puis comme ça, quand je fais une toile, il n'y a pas non plus de préparation. Je fais la peinture. Puis quand j'ai goût de dessiner, c'est pas pour une préparation à quelque chose. Je dessine parce que j'ai goût de dessiner. Fait que c'est vraiment... Le tatou, c'est comme un médium, vraiment, là. Fait que c'est ça, je tatoue à main levée. Moi, j'ai ouvert mon studio... je travaillais à Longueuil, je suis revenu à Châteauguay, je travaillais dans un studio dans le coin ici. Puis à un moment donné, j'ai dit non, ben là, j'ai assez de clientèle, je vais être capable d'ouvrir mon propre studio. Fait que j'ai ouvert, c'était juste le local qui est direct à côté, l'adresse à côté. Puis c'était en 2006. Puis depuis ce temps-là, ben on est comme dans la même bâtisse. C'est juste que j'ai changé de local à côté. Puis on a comme fait un switch là, de local. Puis c'est ça. Puis je travaille avec une fille de Châteauguay, elle s'appelle Val Duval.
Elle se concentre plus sur le réalisme ou le fantastique. Puis moi, j'ai le petit côté un peu plus urbain, là, graphique. Fait qu'on fait comme une bonne équipe ensemble. Là. Quand quelqu'un veut quelque chose que moi, je suis pas vraiment capable de faire, elle le fait ou vice-versa. Là. Fait que c'est cool. Là. Fait qu'on split le loyer à deux. Tu sais, elle n'est pas mon employé, je ne suis pas son employé. C'est comme dans le fond deux artistes qui travaillent ensemble puis qui se parlent les coups. Là. Fait que c'est pas mal ça. Là. Ouais, ben c'est ça. Là, je donne plus vraiment. Ben, je prends quand même de nouveaux clients toutes les années, mais c'est tout le temps le premier lundi de septembre que je donne mes rendez-vous. Puis ça a l'air bizarre à dire, mais c'est vraiment une date. Puis là, on fait comme du dispatching là, dans l'agenda, moi et ma copine. Fait que si le monde il manque cette date-là, ben d'après moi, il faut qu'ils reviennent l'année d'après. Puis c'est ça, en 3-4 heures, là, l'année est pas mal complète. Là. Fait que c'est pas mal ça. Mais je prends quand même des nouveaux clients. C'est juste qu'il faut être patient. Là. Ben moi, c'est sujet illimité. C'est juste que j'ai quand même un style assez précis, là, style BD. Là. Le monde reconnaît quand même mon coup de crayon. Ben c'est sûr, en partant, si t'aimes pas mon style, ils savent, le monde, ils prendront pas de rendez-vous avec moi. Mais une fois le rendez-vous pris puis ils aiment mon style, ben là, ils m'expliquent le sujet. Puis je dessine sur la peau directement pour suivre le plus possible le corps. Puis après ça, ben on trace. La première journée, on dessine, on trace. Puis les autres rendez-vous qui suivent, ça dépend si c'est un gros tatou. Là. Mais là, je t'explique comme si c'était, mettons, un bras ou un dos. Ben là, les autres rendez-vous, c'est plus la finition, là, les dégradés, puis tout ça. Là. Ouais. C'est tout le temps spontané, le premier rendez-vous. Souvent, on amène le téléphone, puis OK, je veux, mettons, exemple, des édifices de New York. Ben là, je regarde avec lui quel angle tu les veux. Tu veux-tu en perspective d'en bas, d'en haut? Une fois que je sais tout ça, c'est comme un casse-tête, là, ça se fait tout seul. Puis, tu sais, non, ben, c'est pour ça que je fais pas de stencil avant. Je suis vraiment à l'aise avec le dessin. Fait que tu appelles ça du freehand, qu'ils appellent ça. C'est que c'est vraiment direct sur la personne. Mais si l'épaule est un peu circulaire, moi, je peux jouer comme en fisheye, là, comme avec mes points de fuite, les arrondir pour que ça fitte sur le corps. Parce que des fois, un dessin qui va être d'un autre angle sur un corps qui est rond, ben, il va pas vraiment fonctionner. Fait que faut vivre l'expérience, ça a l'air, là, mais en tout cas, c'est souvent, qu'est-ce qui m'aidait aussi, moi, c'est que je laissais des fois les amis de mes clients venir. Fait qu'eux autres, ils voyaient comment je le faisais, fait qu'ils avaient moins peur quand c'était rendu à leur tour. Fait que c'est comme un apprivoisement, là. Ouais, fait que c'est souvent ça. Fait que c'est comme, tu sais, les vieux stylos là, que tu trempes dans l'encre là, pour écrire, là, c'est le même principe, il faut tremper. Il y a une cuve, l'encre elle descend tranquillement pendant que l'aiguille bouge. Puis là, le tatou se fait. Fait qu'il faut tremper quand même assez souvent. Puis si tu veux plus diluer, ben là, tu coupes avec un eau, là, tu coupes ton encre avec de l'eau, puis c'est pas mal ça, là. Ça ressemble un peu à du dessin aussi, là, tu sais, c'est pas comme la peinture, là, c'est plus comme un tracé ou... Ben, c'est ça. Fait que il y a des différents types d'aiguilles. Tu as les liners, qui appellent, là, j'ai des termes anglais, là. C'est des aiguilles soudées en rond. Fait que c'est comme un stylo pour faire la ligne. Puis il y en a d'autres, c'est des magnums. Fait que c'est comme plus un pinceau. Fait que c'est comme plein de petites aiguilles, mais en forme de pinceau droit, là, comme tu sais, mettons mes doigts, là. Puis souvent, tu as des étages, là. Fait que ça peut remplir plus vite. Puis c'est ça. C'est comme dans le fond un pinceau ou un crayon. Mais en forme d'aiguille, là, tu sais, c'est des petites aiguilles, là. Mais moi, j'ai tatoué pendant comme 17 ans avec des machines à coil. C'est des machines, c'est comme, mettons, une cloche, là, tu sais, c'est un vieux système, là, tu sais, c'est up and down, là, c'est ding-dong, là, tu sais. Puis là, c'est le mouvement qui est répétitif qui faisait en sorte que l'aiguille, elle bouge. Puis j'ai tatoué avec ces machines-là depuis toujours, mais depuis le mois de mai, j'ai switché avec des machines rotatives, donc il n'y a plus le son là, agressant, là, parce que même des fois, les acouphènes, là, ils arrivent pour rien, là, mais en tout cas. Puis, elle est plus légère, elle vibre moins. Fait que c'est un autre... ben, j'ai rien contre les autres machines. Là. Il y a beaucoup de tatoueurs qui ont resté avec les autres machines. Mais t'as comme deux écoles, là, deux types. Il y en a qui aiment mieux les autres. Moi, j'ai bien aimé les nouvelles. Fait que je reviendrai sûrement pas aux autres parce que pour tous les côtés que je t'expliquais, là, c'est facile, c'est léger, c'est plus le fun, là. Ah ouais, avant le tatou, on dirait que c'était réservé aux motards, ou mettons les gangs, ou des gangs de rue. Je dis ça comme ça, là, mais c'était plus réservé. Mais là, on dirait que c'est monsieur, madame, tout le monde. Puis on dirait que ça a commencé avec les sports extrêmes, là, ceux qui faisaient du skate, du BMX. Puis là, ils ont commencé à se faire tatouer. Puis là, c'est devenu un peu plus accessible. Puis là, ben, je tatoue pas mal n'importe qui, là, de tous les âges, de tous les milieux.
Il n'y a plus vraiment de normes, là. C'est plus axé sur... C'est plus artistique, dans le fond. Puis avant, c'était plus comme une identité. Là, on dirait que c'est plus artistique. Fait que ça peut... dans le fond, tout ce tatou, là, comme je disais tantôt, des centres-villes, si tu veux m'emmener un tableau, mettons, quelqu'un que j'ai déjà vu, quelqu'un qui tatoue du Dali ou... c'est n'importe quoi le tatou, c'est juste, comme je disais, un médium. Fait que ce que tu peux faire en dessin, tu peux le faire en tatou. Fait qu'il n'y a aucune limite. Ben, c'est ça. J'ai vraiment des années comme 86 à 90, là, je trippais bien gros sur le skateboard. Fait que là, on allait faire du skate au stade olympique. Il y avait une place sur Berry, le coin Berry, puis Ontario, ça s'appelait The Bricks. Là. On allait skater là, puis on rencontrait d'autres skaters. Mais sur les planches de skate, il y a tout le temps comme un graphique. Puis ces dessinateurs-là, là, comme Jim Phillips ou V.C. Johnson, ça, c'est des mondes qui m'ont marqué. Fait que c'est sûr que ça vient de là, le côté un peu plus graffiti, urbain. Fait que c'était des beaux graphiques attirants. Puis là, quand je me suis rendu compte que ça, tu peux le faire sur de la peau, ben là, le tatou, ça a juste continué. Là. Mais c'est vraiment le skate, là, puis c'est le petit côté... on allait au centre-ville, tu étais impressionné par les métros de Montréal, les autobus, on se promenait partout dans la ville, puis les gratte-ciels, tout, c'était vraiment, là, on allait dans les ruelles. C'est vraiment à cause du skate que le style s'est développé là, un peu plus graphique. Là. Ouais, c'est skateboard. Là. En même temps, j'aime les peintres comme, mettons, Leonardo da Vinci ou Michel-Ange. Fait que le petit côté aussi, anatomie, tout ça, j'aime ça aussi. Fait que j'ai un peu des deux, mais le côté urbain, il va tout le temps reprendre le dessus, ou le côté BD, mais ça, on pourrait dire. Là. Dans le fond, c'est ce que moi je vois, ben je le twist à ma manière. Ben, si je vois une belle église ou je voyage, je vais, mettons, aux îles de la Madeleine, ben je vais faire des peintures de ce sujet-là, mais toujours à ma façon, à moi. Fait que ça fait comme un style unique, dans le fond. Là. C'est que le sujet était limité, mais quand je le mets un peu à ma sauce, ben ça fait différent des autres, puis c'est ça qui est le fun. Là. Mais je m'inspire plus vraiment des autres artistes, tu sais. Je vais aimer beaucoup les artistes que j'aimais dans le temps, fait que ça tourne toujours autour des mêmes choses, t'sais, mettons Dali, Van Gogh, j'ai, mettons, les livres, puis je rachète des livres comme là, mettons des livres de Léonard de Vinci, je dois en avoir une quinzaine. Je n'en rachète à toutes les fois, tu sais, fait que c'est des différents auteurs, mais on dirait ce que j'aime, je le sais à mon âge, là, ce que j'aime, ben des fois c'est sûr que tu as un coup de cœur de nouvel artiste, mais ça tourne toujours le même style quand même. Là. La peinture, c'est sûr que c'est fluide, c'est plus comme des longs traits. Du dessin, c'est plus technique. Puis du tatou, ben c'est technique, mais en plus, t'as jamais comme tu peux pas vraiment te laisser aller parce qu'il faut vraiment tout le temps que tu sois en harmonie avec le client. T'sais, le client, s'il décide que c'est pas ça qu'il veut, ben là, moi, il faut que je m'adapte à ce qu'il veut. Tandis que la peinture, je suis tout seul dans mon atelier, puis tu sais, il n'y a pas de limite, là. C'est moi qui décide ce que je veux faire, là. Fait que c'est ça. La peinture, je pense que c'est ça qui détend le plus. Mais le tatou, avec le temps, je suis pas vraiment nerveux avant un tatou, mais les premières années, avant un rendez-vous, je pense que j'étais plus nerveux que le client, là, parce que c'est moi qui faisais le travail, là. Tu veux bien faire, là. Mais la peinture, non, c'est plus relax. À ma retraite, on va plus faire de la peinture que des tatous, là. Sauf que le tatou, je pense que je vais quand même en faire longtemps, là. C'est quand même un beau métier, là. c'est comme, mettons, que je sois sur le bord de l'océan à Cuba ou que je sois ici, petit cahier, il traîne partout, tandis que une toile, c'est plus pour vendre ou présenter, mais le cahier, ça devient un peu plus personnel. Je ne vendrais jamais un de mes cahiers. Là. Le cahier, c'est les petits dessins là-dedans, on dirait que c'est plus à moi, puis c'est comme une collection là, que des cahiers comme ça, je dois en avoir une vingtaine à la maison. Puis là, j'ai recommencé avec des cahiers plus de qualité. Là, puis là, je suis rendu à 5-6. C'est le fun. J'ai parti vraiment avec l'huile. L'huile, c'est le plus... tant qu'à moi, c'est le plus dur, là, mais le plus cher. Puis le plus désagréable à l'odeur, tout ça. Mais là, j'ai switché à l'acrylique peut-être dans les années 90. Puis là, ça fait une couple d'années, là, je suis plus sur du papier avec de l'aquarelle. L'aquarelle, on dirait que c'est plus de profondeur, c'est plus transparent, c'est vraiment cool. Là. Puis tu peux aussi mixer le dessin et l'aquarelle. Fait que là, tu joues avec la peinture et du dessin sur la même œuvre, au lieu que juste jouer avec du pinceau, t'sais.
Fait que le petit côté papier m'intéresse pas mal de cet incite, là. Comme le livre, là, qu'on est en train de faire un livre là, sur justement l'histoire du hockey à Montréal, puis c'est presque toutes des aquarelles. Il y a une coupe d'acrylique, mais c'est beaucoup des aquarelles. Oui, salut, cache-toi, Marie, jusqu'à l'eau. Oui, salut, cache-toi, Marie, c'est pas de ta faute. Oui, salut, cache-toi, Marie, tu partiras. Oui, salut, cache-toi, Marie, loin de tout ça, ça ira, ça ira. Marie court dans la nuit, elle s'enfuit dans les bois, dans la neige et la pluie, comme une bête aux abois, elle se cherche un abri. Ouais, ça, c'est des dessins originaux du livre. On vient de recevoir ça de Québec. Fait que ça va se retrouver pas mal dans le livre. Il y en a de toutes les dates. Il y a des dessins de 97 jusqu'à 2017 là-dedans. C'est ça, il y en a de toutes les grandeurs aussi. Fait que ceux qui achètent le livre, ben, ils ont comme pas les originaux, mais l'impression est très, très, très belle qualité. Fait que c'est comme s'ils ont un peu. C'est comme s'ils auraient eux autres un peu. Là. Rien que les dimensions qui seront pas pareilles. Là. Ouais, ben c'est cool de les revoir. Hein. Ça fait une couple de mois que. Ça fait 3 mois qu'on les a pas revus. Hein, regarde, on va montrer celle-là. Ouais, ça, c'est la couverture. Celle qui a servi à la page couverture du livre. Alors bonjour, mon nom est François Black, je suis enseignant au Collège Héritage depuis plusieurs années. J'enseigne l'histoire. C'est un peu ça qui m'a amené à rencontrer Stéphane parce que j'avais rencontré Stéphane lors de ses vernissages, quand il fait des expositions ici à Châteauguay. Puis j'étais resté surpris, j'étais resté étonné de voir qu'il y avait un gars qui s'intéressait tellement au hockey. Moi, il y a déjà 20 ans, j'avais publié un premier livre sur l'origine du hockey à Montréal puis l'histoire du club de hockey canadien. Puis à force de devenir amis ensemble, de se côtoyer, un jour Stéphane il me dit « François, j'aimerais ça qu'on fasse un projet ensemble. » Il dit « Il me semble que ça serait le fun si on écrivait un livre sur le hockey. » Il dit « Toi, tu pourrais faire les textes. » Puis il dit « Moi, je pourrais faire les illustrations. » Fait que c'est pour ça que ça a fini par donner le produit sur lequel on travaille depuis déjà 3 ans, puis qui est sorti cette année au Salon du Livre. C'est le livre, évidemment, 25. Puis Stéphane, tu te rappelles pourquoi on avait choisi de l'appeler 25? Ben, 25 ans sans Coupe Stanley, mais c'est quand la 25e, mais c'est qu'il y a 25 textes, 25 dessins pour la 25e Coupe que le monde espère tant, là, mais ouais, pas sûr, en tout cas, on verra, là, mais on est parti cette année, en tout cas. Les gens nous disaient, ils ont dit pourquoi 25? Ben, j'ai dit, les Canadiens de Montréal, jusqu'à maintenant, ils ont gagné 24 Coupes Stanley, puis tout le monde a hâte de voir arriver la 25e. Fait que c'est là qu'on a eu ça a bien tombé, hein, 25 ans, cette année, fait que là, on s'est donné un coup dans le cul pour le sortir à temps, parce que, ouais, il était pas trop avancé, surtout dans mon cas. Les textes ils ont été plus vite, je pense. Ben, moi, déjà au printemps, c'était terminé. Puis là, je disais, cette année, c'est une bonne année pour sortir le livre parce que, d'abord, ça va faire 25 ans que les Canadiens ont gagné leur dernière Coupe Stanley. C'était le 375e anniversaire de Montréal. Actuellement, c'est le 100e anniversaire de la Ligue nationale de hockey. Puis ça fait 125 ans que la Coupe Stanley existe. Cette année, alors, c'était tous des anniversaires qui arrivaient en même temps. On ne va pas sortir l'année prochaine. Non, c'était pas le temps. Il fallait sortir ça cette année. C'est pour ça que cette année, à l'automne, au Salon du Livre, là, on était présent pour présenter notre livre. On est bien contents. On est content du résultat. Il vient d'arriver à peine. Ça fait quelques jours seulement qu'on l'a vu. Au Salon du Livre, c'était au courant de la fin de semaine. Puis notre lancement, bien, on est content de pouvoir le dire parce que notre lancement va avoir lieu samedi prochain, 25 novembre. C'est à 14h en après-midi au pavillon de l'île à Châteauguay, sur l'île Saint-Bernard. Et puis, le lancement commence à 14h. Il va y avoir d'abord... je fais une mini-conférence sur l'histoire du hockey. Ça devrait durer à peu près 30 minutes, 40 minutes à peu près. Puis, alors, les gens qui viennent pour le lancement vont avoir la chance d'assister à ça. Puis, pour ceux qui ne seraient pas disponibles pour arriver à 14h au moment de la conférence, bien, nous autres, on va être présents jusqu'à 5h. Jusqu'à 5h en fin d'après-midi. Fait que les gens peuvent venir nous rencontrer, peuvent venir faire signer, évidemment, leur copie du livre. S'il y en a qui ne peuvent pas être là, pas en tout. Oui, c'est vrai. Le livre va toujours être... Bien, toujours. Oui. Pas mal toujours être en vente au studio de tatou. Le monde sait pas mal c'est où, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est 10 boulevard d'Anjou, suite 100. C'est à côté du Castel Trophée qui sont là depuis comme quoi, 40 ans. Ouais. Fait que la plupart du monde savent c'est où un peu l'emplacement. Fait que le livre va toujours être en vente ici. Alors, c'est sûr que le premier livre que j'avais fait, il remonte à déjà 20 ans. C'était le résultat de mon mémoire de maîtrise. Quand j'étais à l'Université de Montréal, après mon bac,
je suis resté avec l'intention de faire une maîtrise sur justement l'histoire du hockey. La raison qui m'avait amené à ça, c'était bien simple, c'est que pendant mes années d'études en histoire, je me rendais compte à l'Université de Montréal que quand j'allais dans les librairies, dans les bibliothèques, il y avait très peu de choses qui avaient été écrites sur l'histoire du hockey. Puis pourtant, au Québec, on est supposé d'être des connaisseurs, des gens qui s'intéressent à ça, mais il y avait très peu de choses qui avaient été écrites à ce sujet-là. Puis à force de parler avec mes professeurs à l'Université de Montréal, ils nous disaient « Ouais, mais l'histoire du sport, c'est pas très intellectuel, c'est pas très ci, c'est pas très ça. » Alors qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'historiens qui s'intéressent au monde du sport, que ce soit l'athlétisme, les sports professionnels, puis ainsi de suite. Ici, au Québec, on était comme un peu en retard sur ce qui se fait ailleurs aux États-Unis. Alors, à partir de ce moment-là, j'avais choisi de choisir, évidemment, l'histoire du Canadien de Montréal, les origines du hockey à Montréal, comment l'équipe a commencé. Parce que moi, je me disais, c'est bien beau, moi, quand j'étais petit gars, les Canadiens, c'était les Canadiens les glorieux. Mais je me suis dit, quand ils ont commencé en 1909 puis qu'ils ont sauté sur la glace la première fois, ça ne devait pas être les glorieux certains. Ils ont dû commencer en quelque part avant de devenir les glorieux. Alors moi, c'était tout, on dirait, les premières années du club de hockey canadien qui m'intéressait de savoir qu'est-ce qui s'était passé puis comment ça a commencé. Parce que quand on parle aujourd'hui avec des journalistes qui s'intéressent aux Canadiens, habituellement, là, je dirais à peu près de Maurice Richard jusqu'au monde moderne, ils connaissent ça. Mais tout ce qui s'est passé avant Maurice Richard, ils connaissent peu. Puis il y a 50 ans quand même qui s'est passé avant le moment où Maurice Richard prend sa retraite. Il y a 50 ans où le Canadien de Montréal a existé, puis que les gens connaissent beaucoup moins. Fait que c'est ça qui m'a intéressé. Puis Stéphane, ben, je lui avais donné une copie de mon livre. Fait que lui, il avait lu ce livre-là, puis lui, ça lui avait donné l'idée. Il disait, ça serait le fun si un jour, on était capable ensemble de pouvoir en faire un livre, justement, puis revenir sur des sujets que je n'avais pas abordés dans mon premier livre. Alors, c'est ça, c'est que toi, tes textes, parce qu'il y avait déjà des dessins que j'avais déjà... Puis lui, il avait déjà fait un livre avant. Fait que moi, je m'étais inspiré un peu de ses textes pour faire des dessins, mais lui, il s'inspirait de tes textes en regardant certains dessins. Fait que là, c'est le même qu'on se relançait, tu sais. Puis à un moment donné, ben, il y en avait des textes qui n'étaient pas dessinés, non, puis qui n'étaient pas écrits non plus. Fait que là, il y avait des rencontres qui se faisaient, comment on allait faire ça. Mais au début, c'était... moi, je m'inspirais de tes choses, toi, tu t'inspirais des miens. Fait que ça, c'était ça, la fusion. Là, ouais. Fait que c'est pour ça que le projet, dans le fond, il a duré à peu près 2 ans, 2 ans et demi, avant qu'on arrive vraiment à finaliser l'ensemble des textes puis l'ensemble des dessins. Puis après ça, ben, c'est toujours la même chose. Il y a des gens qui me demandent des fois, c'est-tu difficile d'écrire un livre? C'est de valeur à dire, mais c'est le bout facile d'écrire un livre. Parce qu'après ça, la difficulté, c'est de proposer notre projet de livre à une maison d'édition, puis qu'il y a une maison d'édition quelque part qui juge que ça vaut la peine d'être publié. Parce que si c'est pas bon, ben malheureusement, les maisons d'édition vont dire, ben désolé, va voir une autre entreprise, nous autres, on ne prendra pas ton sujet. Fait que ça, c'est le bout difficile. Fait que pendant quelques semaines, quelques mois, le temps qu'une maison d'édition... On a envoyé ça un peu partout. Puis... Ouais, le temps qu'une maison d'édition on a eu des réponses, mais négatives. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une de mes amies qui connaissait quelqu'un à Québec qui avait une maison d'édition, Ariane Laberge. Puis elle nous a proposé d'envoyer encore une fois notre dossier. Puis là, la personne était intéressée. Puis c'est Alain Williamson, c'est le président des éditions Dauphin Blanc. Oui. Puis c'est un grand fan de hockey, fait que là, ça a comme cliqué. Puis là, le livre est déjà produit, tout. Fait qu'on est bien content. C'est ça. Lui, il a vu, dans le fond, qu'il y avait un beau potentiel de vente. C'est un livre qui peut être accepté par plein de gens dans la société, que ce soit des jeunes amateurs de hockey, des gens qui ont vécu les belles années du Canadien puis qui veulent se rappeler des souvenirs à l'époque où les Canadiens gagnaient des Coupes Stanley. Alors, c'est pour ça, nous autres, dans le fond, ce livre-là, on l'a fait parce qu'on a hâte, on veut, comme tous les amateurs de hockey qui aiment les Canadiens, de pouvoir revivre enfin la prochaine Coupe Stanley. Parce que c'est drôle, parce que quand je parle avec des jeunes à l'école, ils me disent « Ah oui, la Coupe Stanley, mais on pense à ça aujourd'hui, ça fait 25 ans la dernière fois qu'ils ont gagné la Coupe. » Tous ceux qui ont 30 ans et moins, là, la Coupe Stanley, là, pour eux autres, là, ça ne veut rien dire. Là. Ils n'ont aucun souvenir, évidemment, d'avoir gagné une Coupe Stanley à Montréal. Fait que c'est pour ça qu'on se dit un jour, mais pour ces jeunes-là qui sont des amateurs de hockey, puis les Canadiens ont tellement bien agi sur le marketing. Aujourd'hui, même si l'équipe gagne moins fréquemment, on dirait qu'il y a un engouement. Les gens, les billets se vendent bien quand même, les prix sont élevés, les jeunes se promènent avec des chandails et tout ça. Fait qu'on se dit que s'il fallait que les Canadiens gagnent la Coupe Stanley, là, ça serait quelque chose, parce que les gens ils continuent de les suivre encore. Puis quand ça va pas bien, on dirait que ça nous fait mal. On dirait que c'est notre équipe, on veut qu'ils gagnent, on veut qu'ils soient capables, évidemment, de remporter des victoires puis de se rendre jusqu'au plus loin possible pour gagner la Coupe Stanley. Fait que c'est pour ça que ça laisse personne indifférent, au fond. Puis quand on écoute les lignes ouvertes, les gens prennent ça à cœur, puis c'est leur équipe, puis c'est spécial. Ben oui.
les femmes et le hockey, ça, c'est une vieille photo qui date... c'est quoi, là? 1898, je pense, la photo qu'on a trouvée. Stéphane s'est inspiré de ça. C'était comme un couvent ou... Ouais, des jeunes filles qui étaient dans un pensionnat. Dans un pensionnat, j'ai joué au hockey avec des... Parce qu'on essaye un peu de démystifier. Les gens ont l'impression que, comme par exemple le hockey féminin, on a écrit un texte dans le livre qui raconte l'histoire du hockey féminin parce que les gens ont l'impression que ça date de peut-être les 20 ou 25 dernières années. Oui, comme les Olympiques au Kim Saint-Pierre. Mais... C'est quand on fouille loin puis quand on gratte, hein, c'est là que... C'est pour ça, dans le livre, souvent, il y avait des textes comme ça qui sont apparus. Puis Stéphane, ça lui donnait des idées pour être capable de faire des dessins. Comme par exemple celui-là, la dynastie des années 50. Encore aujourd'hui, dans le hockey moderne, il n'y a aucune équipe dans la Ligue nationale de hockey qui a remporté 5 Coupes Stanley d'affilée. D'affilée, oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai un texte qui raconte la dynastie des années 50. Puis on voit évidemment là-dessus, Stéphane est inspiré. On voit des joueurs dominants, on voit des noms de joueurs d'équipe, évidemment. L'apparition de la télévision des années 50 qui a permis aux gens de suivre, évidemment, le club de hockey canadien pendant les meilleures années. Puis avant ça, la radio. On parle pas de hockey, on parle un peu de société aussi, puis le côté un peu... parce que la ville de Montréal a comme grandi, a comme évolué en parallèle à l'équipe. Fait que dans le livre, on en parle pas mal aussi de la ville, pas juste du hockey, tu sais, comme quoi que tout est en progression, là, tu sais. Il parle du canal de la Chine, certains ponts qui ont apparu, ou les gratte-ciels qui ont... Tu sais, c'est vraiment... tu vois que la ville a progressé en même temps que l'équipe. Fait que c'est quand même... on en parle pas mal de ça aussi. Là. On parle aussi beaucoup... Il n'y a pas que les Canadiens. Les autres équipes qu'il y a eu avant. Les Wanderers, les Shamrock, les Maroons. Les équipes qui étaient à Montréal les Victoria. Ouais. C'est des équipes qui ont gagné la Coupe Stanley. Fait que le monde n'est pas au courant, mais le Canadien a gagné... pas le Canadien. Montréal, la ville de Montréal a gagné 45 Coupes Stanley en tout. Là. Dans son histoire. 24 les Canadiens plus les autres équipes. Un montant de 45. Fait que ça, c'est dur à battre parce qu'il n'y a aucune autre ville qui est plus haut que 11. Oui. C'est Toronto. Mm-hmm. Fait que on est loin, là. 11-45, là, ouais. Fait que c'est le fun, c'est une fierté là, d'être Montréalais, là, t'sais. On dirait que la coupe appartient plus à Montréal que toute autre ville. C'est ça, en plein ça. C'est ça. Cache-toi, Marie, c'est pas ta faute, cache-toi, Marie.